Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Midnight. Alors, Midnight, c'est un cadre de campagne pour la cinquième édition de Donjons et Dragons, enfin pour les règles de la cinquième édition de Donjons et Dragons, et plus précisément pour l'OGL. Midnight nous arrive ici, c'est sa troisième édition, enfin troisième version. La première version avait été faite pour le système D20. La deuxième, je crois, c'était pour le système Donjons et Dragons 3 et 3.5. Et enfin, donc, il arrive aujourd'hui avec cette édition adaptée à la cinquième édition des règles. De mon point de vue, en fait, je ne connaissais pas en fait ni la version 1 ni la version 2. Donc, c'est avec un regard neuf que je vous propose de vous présenter cet ouvrage. Voilà, donc on va faire comme d'habitude, je vais vous parler du fond, après de la forme du système, et j'emmènerai à la fin à ma conclusion. Alors sur le fond, en fait, Midnight nous arrive dans un superbe livre de 370 pages, divisé en plusieurs chapitres, et donc avec toute la partie système de règles adaptée à cette cinquième édition. De l'intérieur, en fait, je dirais qu'il y a quand même pas mal de belles illustrations. Assez peu, à mon avis, j'aurais préféré en voir un peu plus, surtout dans la partie Atlas. Mais bon, ça j'y reviendrai plus tard. C'est présenté sur 2 colonnes, c'est écrit assez petit. Alors bon, je vais pas cracher dans la soupe, hein, on a énormément d'informations. Je préfère encore quand c'est écrit petit, plutôt que quand c'est écrit très gros. Comme dans un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais j'ai promis de pas en dire du mal. Donc je vais en rester là. Donc c'est écrit petit en tout cas. Ça c'est pour le fond en fait de l'ouvrage. Concernant le fond, je voulais rajouter quand même quelque chose. En fait, dans l'ouvrage, nous avons en plein milieu une carte, en fait, une carte du monde de Midnight. Par contre, je trouve que l'avoir mis au milieu est particulièrement une très mauvaise idée. Cela oblige effectivement à ouvrir le livre en grand pour pouvoir consulter la carte. Et très honnêtement, en fait, dans ma lecture, j'ai eu besoin de consulter cette carte de très nombreuses fois. Et aller rouvrir à chaque fois dans le livre cette carte, c'est assez pénible. J'aurais vraiment préféré en fait avoir une carte détachable ou détachée qu'on peut consulter en lisant l'ouvrage. Ce qui n'est pas le cas. Il n'y en a qu'une en fait, hein, il n'y a que celle-ci, et elle est en plein milieu de l'ouvrage. C'est pas bienvenu, je trouve. Enfin, bon. Donc voilà, ça c'était ma conclusion pour le fond vraiment du bouquin. Alors maintenant, je voudrais aborder la forme. Donc pour aborder la forme, en fait, je vais séparer ma petite revue en 2 choses complètement distinctes. Déjà, l'histoire en fait, le setting, le lore en fait du monde, et après je parlerai du système. Alors, pour venir au lore. Donc en fait, il faut faire un petit historique en fait du monde de Midnight. À savoir qu'au début, il y avait donc les races féeriques. Donc les races féeriques, on a les nains, les gnomes, les orques également, les hobbits et les elfes. Voilà. Donc tout ça vivait en parfaite harmonie, dans un bonheur incommensurable, jusqu'à ce qu'une guerre entre les dieux de la lumière et le dieu sombre en fait du Panthéon, qui s'appelle Isrador, ait lieu dans les plans des dieux. La guerre fit rage entre eux, et ils finirent par abattre Isrador. Et les dieux de la lumière, en fait, ont eu la très mauvaise idée de balancer Isrador, en fait, sur le monde d'Érith, là où vivaient les fées, à la fin, le bannir à cet endroit, et de se dire, il va souffrir comme les mortels. Et après, nous viendrons avec notre armée d'anges le détruire, et l'univers, ce plan sera débarrassé d'Isrador. Sauf que, grosse boulette, oui, grosse boulette, en fait, parce que Isrador, lui, en étant abattu et en tombant sur le monde, a réussi à pervertir la magie divine des autres dieux de la lumière, et à le transformer en espèce de suaire enveloppant, effectivement, tout le plan matériel de l'existence d'Aerith. La grosse boulette. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, tous les mortels et toutes les créatures sur Aerith sont complètement coupés des autres plans.
Et donc, en fait, sur le plan d'Aerith, il ne reste plus qu'un seul dieu. C'est le dieu du mal, c'est le dieu sombre, c'est Isrador. Ils sont cons, hein, parce que ils ont créé... donc les dieux de la lumière n'ont plus aucun contact ni avec leurs fidèles, ni avec quoi que ce soit. Isrador non plus, d'ailleurs, mais ce qui fait que le monde est complètement coupé des plans divins. Et des autres plans, d'ailleurs, par le même effet. Donc le temps que Isrador s'en remette de sa branlée, il s'est quand même passé pas mal de trucs sur le monde d'Eredan, et autant dire que c'est une histoire quand même assez mouvementée et peuplée de guerres. La chute en fait d'Isrador, et comme je l'ai expliqué, le fait de couper le monde des autres plans, s'appelle l'éclipse. Et après cette éclipse, quelques siècles après l'éclipse, en fait, les Dornes, un peuple humain venant d'au-delà des océans. D'ailleurs, ça c'est un truc qu'on ne nous explique pas trop dans le livre de base. On nous présente un continent, mais ce continent fait partie d'un monde où vraisemblablement il y en a d'autres, et par contre là, on ne sait absolument pas ce qui se passe ailleurs. Mais bref, donc les Dornes sont arrivés par leur bateau, ont envahi Eredan, les fées, donc les peuples féeriques qui ne savaient pas trop se battre, en fait, ont pris une danse, les Dornes, les humains, ont réussi à se conquérir, en fait, leur propre royaume, un coup de baffe dans les peuples elfiques, nains et autres hobbits. Là-dessus, il s'est passé quelques siècles. Isrador, en fait, se remet de sa chute sur Aerith, et comme tout bon seigneur du mal, corrompt les orques qui habitaient dans le nord, et monte une armée et décide d'aller conquérir effectivement les elfes et les autres royaumes humains. Bon, ça se passe pas exactement comme il avait prévu. En fait, les royaumes s'allient, grosse bataille, les troupes d'Isrador finissent par refluer dans le nord. Isrador est vaincu. Vaincu pour un certain temps, bien entendu. Mais il est vaincu. Le champ de bataille est transformé en une espèce de marais fétide. Dagorlad? Vous avez dit Dagorlad? Oui, c'est vrai. Bon. Ça y ressemble beaucoup. En tout cas... Et oui, la reine des elfes, une sorcière au milieu de sa forêt, Galadriel. Ouais, vous avez raison aussi. En fait, tout le monde est très inspiré, effectivement, des Terres du Milieu et du monde de Tolkien. Donc on va retrouver différentes références à ce monde dans Midnight. Le second âge, donc après la chute d'Isrador, effectivement, le second âge commence. Le second âge commence. Dans ce second âge, en fait, il y a donc les Dornes, rappelez-vous, le premier peuple humain dont je vous ai parlé, en fait, avait fui à un empire au-delà des mers. Les Sarcocéens. Et les Sarcocéens finissent à leur tour arriver sur le continent, et comme tout bon conquérant, se mettent effectivement à faire une guerre qui dure plusieurs siècles, et finissent par établir leur propre royaume aux dépens des Dornes. Alors, pas tout à fait aux dépens des Dornes, parce qu'en fait, ils font une alliance, résultat des courses, les Dornes ne sont pas complètement déchus. En fait, ils peuvent garder leur titre à condition qu'ils se soumettent comme vassaux. Bon, voilà, ça se passerait. Et donc, du coup, en fait, la fin de cette guerre crée en fait le royaume d'Erenland, qui, effectivement, sera le royaume humain, sur ce continent. Donc sur ce continent, nous avons Eretor, qui est une très grosse forêt, peuplée par les elfes. Au centre, effectivement, tout le monde, je peux vous montrer là-dessus, voilà, donc là nous avons effectivement la forêt des elfes, hein, qui est Eretor, tout le centre, en fait, des plaines, le royaume d'Erenland, le royaume des humains, et ici, sur ces chaînes de montagnes, le royaume des nains. Bon, Isrador se dit qu'il serait peut-être temps de revenir à la charge, hein, et au bout de plusieurs millénaires, il recouvre ses forces et attaque en fait le Long Rempart. Alors le Long Rempart, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une série de forteresses qui ont été montées
Je vais vous la mettre à l'endroit, ce sera mieux, par les peuples libres tout le long de la frontière nord. Alors, il va attaquer à différents endroits, ça va durer très très longtemps. Les peuples libres vont se défendre, effectivement, et perdre énormément d'hommes, mais d'hommes, de hobbits, d'elfes, enfin, de tous les peuples libres, et ça va les rendre exsangues. Mais à la fin, ils vont gagner. Isildur va de nouveau être foulé vers le nord, mais derrière, en fait, tous les peuples sont exsangues, et donc les différents royaumes finissent par tomber un peu dans décrépitude, et la grande gloire passée est vraiment derrière eux. Et donc, en fait, cette dernière bataille nous amène directement au troisième âge du monde. Donc, le troisième âge, en fait, comme je vous ai dit, donc les royaumes tombent en décrépitude. C'est un temps de corruption. Donc, en fait, les peuples libres n'arrivent jamais à se remettre de la grande guerre qu'il y a eu peu de temps après. Bon, Isildur, il n'a pas quand même dit son dernier mot. Mais cette fois-ci, il la joue plus fine. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va corrompre 4 grands héros du bien, en fait, des peuples libres, et il va en faire ses Nazgûl. Non, il va en faire, pas ses Nazgûl, il va en faire ses Noctarques. Bon, c'est à peu près pareil, hein. Il va y avoir un elfe, 2 humains, donc voilà, 3, et un dragon. Eh oui, un dragon. Et donc, en fait, avec l'aide de ces Noctarques, de ces légats, il va emmener la corruption, en fait, en promettant un tas de trucs aux différents seigneurs humains, qui vont finir à peu près par tous, enfin pas tous, mais beaucoup à tomber du côté de l'ombre. Et du coup, lorsque Isildur attaque pour une dernière fois, cette fois-ci, il balaye les défenses humaines, s'enfonce très très loin, en fait même pas très très loin, jusqu'au sud, hein, et là c'est la fin. Les peuples libres sont vaincus et seront à gagner. Isildur a gagné. Donc en fait, là c'est le début du quatrième âge, la conquête a eu lieu il y a un siècle, et ça fait un siècle que tous les peuples d'Aerith, en fait, vivent sous la coupe de l'ombre, sous la coupe de ces légats, des troupes d'orques. Bref, imaginez donc les terres du milieu, mais là, cette fois-ci, Isildur, il n'a pas coupé le doigt de Sauron, et Sauron l'a écrasé avec sa masse, et Sauron a gagné. Et donc, en fait, c'est la proposition de Midnight, en fait, de jouer en fait, des héros, mais dans un monde où les armées du mal ont déjà gagné, et ont gagné depuis déjà un siècle. Alors voilà, ça c'était pour toute l'histoire du lore, pour tout le setting. Donc là, je vais continuer en fait ma présentation en vous décrivant un peu ce qu'il y a dans le livre, justement, enfin, le lore. Quand je vous dis c'était tout le setting, non, c'est toute l'historique du setting. Maintenant, j'aimerais aborder effectivement le setting actuel, en fait, là où vont évoluer vos personnages. J'ai déjà parlé du setting, le système, je le garde volontairement pour la fin. Donc en fait, voilà. Donc déjà, en fait, on commence par une intro, en fait, le bouquin commence par une intro d'une vingtaine de pages qui va vous expliquer à peu près tout ce que je vous ai raconté précédemment, ce qui permet de rentrer vraiment dans le sujet, et je trouve ça vraiment bien foutu, c'est assez chouette. Ah oui, je vous ai pas dit deux choses. Alors déjà, le setting, enfin moi, le monde où le mal a gagné, moi ça me branche beaucoup, hein, ça change un peu de tous les trucs habituels, mais ça doit être mon côté mauvais de la chose, je suppose. Bon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc quand même tout à l'heure dans ma présentation. Je vous ai dit que le monde d'Aerith était coupé des dieux. Ce qui vaut également pour l'âme, en fait, des défunts. Donc, résultat des courses, en fait, l'âme des défunts, pour ceux qui n'ont pas assez qui n'ont pas une capacité, un esprit assez fort, en fait, toutes ces créatures-là vont revenir, en fait, comme des morts-vivants, ce qui explique effectivement les morts-vivants, mais qui risquent d'en avoir effectivement vraiment beaucoup, hein, surtout
vu qu'ils ne peuvent pas rejoindre leur dieu. Mais c'est valable aussi pour toutes les créatures qui ont été piégées au moment de l'éclipse, à savoir les démons, par exemple. Les démons sont piégés là. Alors ils sont un peu, du coup, ils sont un peu, comment dire, un peu décrépits. Hein. C'est pas les démons de donjons de l'époque. De l'époque, n'importe quoi, c'est pas les démons de donjons tels qu'on peut les trouver, les anges, les célestes, les élémentaires, tous ces créatures extraplanaires, en fait, sont bloqués tout simplement sur Aerith. Ah oui, donc je vais vous montrer directement le chapitre 5 du livre. Alors vous allez me dire pourquoi le chapitre 5, le 1, le 2, le 3, le 4 Fred, pourquoi tu passes au 5 bah, tout simplement parce qu'en fait le 1, le 2, le 3, le 4 sont les chapitres dédiés aux règles et à l'adaptation du système à la 5e édition. Alors ça par contre, pourquoi ils l'ont placé là? Je sais pas, moi j'aurais pas... Ils commencent par une intro, puis te cassent complètement le truc en expliquant le système, puis ils reviennent sur le lore. Moi personnellement je l'aurais plutôt mis dans un coin au début ou à la fin, peu importe, mais pas après, pas au milieu, enfin je pense que je l'aurais plutôt mis à la fin d'ailleurs. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce chapitre, en fait, tous ces chapitres concernant le setting de Midnight. Donc voici le chapitre 5. Donc on va nous parler pendant une quinzaine de pages de la vie sous la dénomination de l'ombre, hein, la poigne de fer de l'ombre, donc les Noctarques, qu'est-ce que c'est on nous raconte comment l'occupation est organisée, effectivement, par les Noctarques, l'ordre de l'ombre, donc les princes félons, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des princes qui ont été corrompus par Isrador. Alors à savoir qu'effectivement, donc également aussi les chefs, les légats, les chefs de guerre orques, et donc là on a toute la loi de l'ombre et comment on vit sous, effectivement, le terme est lâché, vivre sous l'occupation. Donc la loi de l'ombre, en fait, les lois de l'ombre est absolument stricte et impitoyable. Alors déjà à savoir que tous les nains et tous les elfes sont condamnés à mort, rien que d'être présents, donc en fait ils sont pourchassés et abattus à vue. La magie est complètement prohibée. D'ailleurs, en fait, il y a certains légats qui sont spécialisés dans la chasse aux sorciers. Donc, avec leurs terribles Astyrax, et Astyrax, enfin bon, ce sont des espèces comment dire, pas de démons, mais d'esprits qui sont capables de repérer la magie, et donc, en fait, les sorciers sont traqués, et dans le meilleur des cas, amenés devant Isrador. Enfin, je ne sais pas si c'est le meilleur des cas, on va dire dans le meilleur des cas, tués, et dans le pire des cas, amenés devant Isrador. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Donc, voilà, nous avons les différents territoires de l'Erenland qui sont occupés. Donc, l'Erenland septentrionale, centrale, méridionale, de la manière dont elle est occupée. Et là, nous parlons effectivement, et ensuite nous arrivons au bastion de la résistance. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, le livre... Il y a certaines... comment dire, les illustrations sont sympas, mais en fait, il y en a assez peu. Il y en a assez peu en regardant bien. Donc, en fait, il est précisé comment chacun des habitants se débrouille pour survivre. Donc là, on nous apprend d'ailleurs, en fait, que l'or, les bijoux et tout cela n'a plus aucune valeur. Là, les gens se débrouillent avec du troc. Et troc quoi? Bah, troc les marchandises que vous avez besoin pour vivre. Donc la nourriture, les vêtements, tout ce qui est fait pour le chauffage. Mais tout le reste, en fait, n'a que très peu d'intérêt. Et donc, en fait, nous avons, en fonction des régions, ici, nous avons un petit tableau qui nous dit quelles sont les règles de troc. D'ailleurs, nous avons effectivement des règles de troc, hein, déterminer la valeur d'un objet. Et en fonction de la région, en fait, les prix de troc sont modifiés. Hein, tout le monde ne cherche pas la même chose. Voilà, les trésors sont sans valeur. Là, nous avons effectivement tous les types de biens qu'on recherche, les babioles, la nourriture, les matières premières, les produits finis, etc. Le troc en jeu, donc comment vous allez jouer, mettre en scène, c'est ça, et de la manière dont on paye. Alors on paye, donc il va y avoir des échanges, on donne des exemples, hein, d'échanges de troc. Voilà. On termine effectivement ce chapitre, en tout cas sur les langues, enfin parce qu'en fait dans le monde d'Erenan, il n'y a pas de commun, hein, donc il n'y a que des langues, la langue de l'ombre, et puis les différentes langues, l'Erenlandais, le Halflin,
le haut elfe, etc., l'orque, le sylvain. Donc en fait, on présente effectivement toutes ces langues. Alors j'ai trouvé effectivement ce chapitre très intéressant, et franchement, j'étais confiant en fait dans la suite de ma lecture. Alors nous arrivons au livre 2, qui est le monde de Midnight. Bon, là c'est pas la même soupe. On arrive dans un atlas, en fait un atlas qui va nous présenter les différentes régions, un atlas en 3 parties. On va présenter les Rhineland, les Rhétors, et enfin le Caladrun, les montagnes où sont assiégés les clans nains. Donc c'est présenté toujours de la même manière. Nous avons un historique, l'histoire du monde, enfin l'histoire de la région, la population, les implantations, la religion, le commerce artisanal, le gouvernement, les us et coutumes. Là nous avons les différentes maisons. Voilà, quels sont comment le pays lutte contre l'ombre. Alors vous remarquerez que en fait c'est quand même assez succinct, hein, alors que tout le reste avant était assez pléthorique. Là c'est assez succinct, et à la fin donc pour chaque région les sites notables. Bon, je ne vais pas faire le détail de tout l'atlas, hein. Il y a quand même plus de 100 pages, ce serait absolument pas intéressant de faire le tour. Donc en fait c'est présenté dans un premier temps, on va prendre... Je vais vous remonter sur la carte. Donc on va vous parler de l'Irlande du Nord, l'Irlande du Centre, du Sud, les Rhétors du Nord, du Centre et du Sud, et enfin les Caladrun. Bien, donc, et là, donc ça va s'étendre sur une 100, 120 pages hein, de description en fait d'un atlas pour lequel je ne pense pas que du bien, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc vous voyez, il y en a, hein. Il y en a. On arrivera au livre 3, et ça je vous en parlerai tout à l'heure. Bien, donc voilà, ça c'était pour l'Atlas. Alors je vais être très clair, je me suis fait chier. Les descriptions, on a plein de descriptions en fait de comment les villes étaient belles avant, comment il y avait le commerce, comment il y avait la religion. Mais tout ça en fait n'a absolument aucun intérêt, vu que tout ça a disparu corps et bien et ne reviendra jamais, vu que l'on a interdit effectivement toute l'éducation dans les territoires occupés. Et donc en fait, tout ce qu'on nous parle là, les gens du monde ne le connaissent pas, sauf peut-être certains elfes effectivement libres au milieu de leur forêt, et peut-être quelques érudits humains qui restent, et encore. Donc en fait, on nous présente tout ce qui était avant pendant des paragraphes et des paragraphes, mais pour rien. 2, c'est très scolaire. C'est très scolaire, je trouve que ça manque d'imagination. J'aurais bien aimé avoir des encarts avec des histoires épiques, avec des histoires de maintenant, avec des histoires comment les gens résistent. Alors on a bien certains sites notables, effectivement, mais c'est vraiment très très peu. Et surtout, par exemple, alors là, en fait, j'ai eu surtout cette impression-là pour toute la description de l'Erenland, un peu moins pour les Rhétors. Alors pour les Rhineland, en fait, les Rhineland du Nord, du Centre et du Sud, j'ai l'impression de lire toujours les mêmes pages toujours la même chose pendant des pages et des pages. J'ai vraiment eu du mal à terminer l'Atlas. Je veux dire que c'est assez rare que j'ai du mal à lire un livre de jeu de rôle, mais là je me suis emmerdé, quoi. Alors pour toute la description de les Rhétors, c'est un peu plus intéressant, hein. On a les murmures, on a le bois des murmures, on a la sorcière elfe. Bon, mais on a aussi les elfes des neiges, les elfes de la mer, les elfes des bois. Bon, je trouve que c'est pas très imaginatif, et ça manque quand même de profondeur. Moi, personnellement, ça me titille pas l'imagination. Donc ça, pour la classe, je trouve que c'est vraiment raté. Je me suis dit, comment va être la suite? Heureusement, ça s'arrange. Alors, comme je disais, heureusement, ça s'arrange. On arrive au livre 3, en fait, qui sont les secrets de Midnight, et certainement pour moi le livre que je trouve le plus intéressant. Alors, on va bien sûr quand même commencer par un paragraphe d'Atlas, mais qui est quand même beaucoup plus intéressant que les précédents. Pourquoi? Parce qu'il va traiter des marches du Nord, donc terre des orques, nous expliquer comment Isrador, en fait, les orques qui au départ sont une race féerique comme les autres, comment Isrador les a insidieusement et malgré eux, en fait, d'une manière lente, les a finalement tournés vers son culte et vers le côté sombre de la force.
Qu'est-ce qu'on a là-dedans Oui, les autres populations de goblinoïdes sont abordées également. Donc en fait, les gobelins, les hobgoblins. Alors il y a une hiérarchie. Hein, les gobelins sont traités comme de la merde, en fait, c'est clair. Les hobgoblins, un peu moins, parce qu'en fait, c'est un peu les auxiliaires de l'armée d'Isrador. C'est ceux, voilà, donc les chefs orques les méprisent, mais ont quand même un certain intérêt pour eux. Et on nous parle aussi des géants et des trolls, donc qui peuplent le royaume. Enfin, le royaume, les marches du Nord. Ensuite, mais là je vais vous le montrer en fait plus dans le bouquin, ce sera plus simple. On nous parle des districts, de la manière dont sont occupés en fait, enfin dans la manière dont sont divisées en fait toutes les terres occupées. Mais là je vais vous en parler en vous le montrant sur le bouquin, ce sera plus parlant. Donc les secrets de Midnight. Donc voilà, donc les marches du Nord, comme je vous ai expliqué, là c'est là qu'on va vous expliquer la population goblinoïde, les orques, etc. Leur religion, les us et coutumes, qu'est-ce qui s'est passé, les sites notables, etc. etc. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà. Donc là, nous avons effectivement les terres occupées. Donc comment sont divisées, et ça je trouve ça assez intéressant, d'une manière quelque part politique, comment sont divisées les terres occupées. Donc en fait, on nous apprend qu'il y a différents districts, avec à chaque fois un petit paragraphe de savoir comment il est administré, par qui. Là, par exemple, on apprend que Haute-Muraille, c'est le cœur du royaume d'Isrador, dorénavant. Ça vous rappellera certainement une tour bien connue quelque part dans un pays qui s'appelle le Mordor. Alors, je ne sais pas si c'est Barad-dûr ou Minas Ithil, mais en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Tous ces districts, effectivement, avec un petit paragraphe que je trouve beaucoup plus intéressant, plutôt que la masse indigeste de ce qu'on avait pu avoir dans l'Atlas. Donc là, c'est vraiment très très bien. Vous voyez, vous avez tous les districts décrits. Mon seul regret, c'est qu'il n'y a pas une carte, bordel, une carte qui nous met sur le monde d'Eredan, en fait, qui nous place ces districts et nous donne leurs limites. Il n'y en a pas. Ça, c'est vraiment dommage. Par contre, quelque chose que j'ai trouvé très très bien, c'est tout ce paragraphe, en fait, sur l'offensive à venir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va nous donner les plans d'Isrador, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire contre les nains, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire contre les elfes. Et donc, en fait, vous avez tous les plans de l'ennemi. Alors, pourquoi les nains et les elfes? Parce que les autres peuples sont asservis. Il ne reste plus que les nains et les elfes qui résistent. Donc, ça, je trouve que pour le maître de jeu, c'est vraiment un super outil pour mettre en scène, en fait, la suite de la guerre. Donc, le chapitre 10. Le suivant nous parle des serviteurs de l'ombre. En fait, on va déjà nous parler du dieu déchu. De sa nature, en fait, de ses plans, parce que peut-être que son plan n'est pas uniquement d'asservir tous les peuples d'Aerith. En a-t-il d'autres un peu plus secrets? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a effectivement, donc on nous parle des miroirs noirs. Les miroirs noirs, c'est en fait des sortes... presque un peu les palantirs, vous voyez, mais côté vraiment mal, alimenté par du sang, dans chaque temple noir, qui permettent de siphonner un peu la magie tout autour d'eux. Voilà. Les Noctarques, donc on nous présente rapidement, pas rapidement, on nous présente les Noctarques avec leur bloc de stats. Donc voilà, tous les Noctarques. On passe, et là on arrive à l'ordre de l'ombre. On parle des différents légats, et surtout, en fait, on s'aperçoit que dans l'ordre de l'ombre, tout n'est pas parfait. En fait, il y a une lutte de pouvoir terrible entre les légats les plus puissants, les chefs de guerre orques, qui essayent d'avoir les faveurs d'Isrador, qui sont jaloux des Noctarques. Moi, j'aime beaucoup, parce qu'en fait, ça va nous donner quand même sans doute des idées de scénario pour le maître de jeu, comment mettre ça en place. Et ça, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus? Donc ouais, l'histoire des Noctarques qui est abordée en détail, comme je disais. Les différents pouvoirs. Ah oui, alors les légats sont spécialisés. Nous avons effectivement les légats majeurs. L'ordre des légats. En fait, nous avons les légats du temple, les majeurs. Le premier légat, c'est en fait le Noctarque Snuael. Qui est le grand prêtre et grand clerc d'Isrador sur le monde.
Là, effectivement, les murmures dans le vent, qu'est-ce que c'est? Les murmures dans le vent, c'est en fait toute l'histoire des orques, comment Isrador les a corrompus. Donc voilà, l'implantation, tout ça, les us et coutumes. Et là, nous arrivons à tout un truc, en fait, sur les, les légions orques, en fait, avec leurs différents noms. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'épée sanglante, la grille d'acier, la mer sang, la légion de la mer morte, etc., etc. Donc, on va nous présenter un peu rapidement, en fait, les différentes légions orques. Et donc, vous avez aussi toute leur organisation. Voilà, donc un chapitre très intéressant, moi je trouve, qui pose bien la structure en fait de l'ombre et comment l'ombre s'est imposée dans le monde et comment elle le dirige dorénavant. Donc là, vous voyez, on termine ensuite par un bestiaire. Bon, donc on va nous expliquer quelques particularités des différentes bestioles que vous trouvez habituellement dans Donjon, adaptées un petit peu au monde, avec quelques-unes effectivement assez spécifiques. Bon, ça fait son taf, hein. On a des blocs stats, voilà. Je vous montre. Vous avez des blocs stats, machin. Ça fait son taf. Sans plus, j'aurais peut-être aimé voir des descriptions de créatures un peu plus spécifiques au monde. Là, bon, voilà, ça fait le taf. Voilà ce que je peux dire sur le bestiaire. Donc là, nous arrivons au 12e chapitre, en fait, qui est en fait joué dans le monde de Midnight. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver? En fait, on va y trouver un tas de trucs. On va y trouver des conseils pour le MJ, des conseils d'inspiration, des arcs possibles pour sa campagne, comment les auteurs voient effectivement les personnages évoluer dans ce monde. Même un paragraphe pour la carte X. Qu'est-ce qu'on rigole? La carte X, en fait, dans un monde comme ça, moi je vois pas trop, en fait. Hein, vous savez très bien que c'est un monde où il y a des viols, de la torture, de l'esclavagisme, donc en fait, autant ne pas y jouer si effectivement vous avez l'intention de la sortir. Donc par contre, on va aussi nous parler des nexus du pouvoir. Les nexus de pouvoir, c'est en fait des points dans le monde, des résurgences de magie qui vont permettre aux sorciers, aux magiciens, enfin pas aux sorciers, aux magiciens, d'avoir plus de pouvoir, de pouvoir canaliser l'énergie d'Aerith. Bon, c'est sympa, hein, les descriptions sont très sympas, hein. Nous avons d'ailleurs des noms évocateurs, j'en prends un au hasard, le gouffre de Forgevent, les forges du Sirocco, la grotte aux os, etc. etc. Il y en a peut-être une vingtaine, hein, comme ça, ce qui est assez sympa. Mais par contre, je me demande qu'est-ce que ça fout là. Parce qu'en fait, là, on est dans les conseils, pourquoi ne pas avoir mis ça dans l'Atlas, par exemple? Je vois pas ce que ça fout là. Et surtout, comme même reproche que pour les districts, ils n'apparaissent nulle part sur les cartes. J'aurais bien aimé avoir une carte qui me montre où se trouvent les nexus de pouvoir. Donc, ça y est pas. Ça y est pas, c'est dommage, c'est à chercher. Voilà, on nous décrit où c'est, mais sur la carte, on ne sait pas où c'est. Bon, on va me dire, ça laisse en fait libre champ au maître de jeu. Ouais, pourquoi pas, mais moi j'aurais préféré les voir sur une carte. Donc là, à la fin, on revient sur l'éclipse. Les esprits, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, parce qu'en fait il y a des égarés, donc les esprits qui ont été pris au piège dans l'éclipse, mais pareil, qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi ça n'a pas été mis au début, par exemple, quand on parle d'une manière générale du monde? Pourquoi c'est à la fin, là, dans un truc où on parle de conseils de jeu, et comment créer des aventures? Du coup, on se retrouve avec un chapitre un peu melting pot, un peu mélangé d'à peu près tout et n'importe quoi, qui sont très intéressants, hein, c'est pas le problème. Mais au niveau organisation, peut mieux faire, on va dire. Voilà, ça c'est pour le chapitre 12. D'ailleurs, en fait, j'arrive à peu près à la fin en fait, de toute ma présentation, sur tout mon blabla, sur le setting, sur le lore, sur le cadre de campagne, enfin vous l'appellerez comme vous voulez. Voilà, on va passer au système. Du coup, revenons au premier chapitre en fait, de Midnight, là où on va commencer à nous expliquer le système, enfin l'adaptation de l'OGL, parce qu'on parle d'OGL, attention, hein, on ne parle pas des règles de Donjons et Dragons, on parle bien de l'OGL. Donc l'Open Game License, en fait, et comment on a adapté en fait, les règles pour coller au monde. Alors, beaucoup de settings, qu'est-ce qu'ils font d'habitude? Ils rajoutent un tas de règles un peu partout pour coller au monde.
Ils vont modifier, ils vont rajouter des classes, ils vont modifier des règles, etc. etc. En fait, la Midnight a fait à peu près le chemin inverse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas rajouté de classe. En fait, ils ont plutôt sabré dans les règles, sabré dans les classes, sabré dans les sorts pour coller au monde. Bon, comment on va voir ça. Alors, donc voilà, dans le monde, en fait, qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer? Vous allez pouvoir jouer des humains, donc les Dornes, les Sarcocéens, les Irlandais, bon, tout ça, je vous ai expliqué tout ce que c'était avant. Alors, à noter que quand on parle des Dornes, là, quand on arrive ici, on est au début du livre, donc en fait, on ne sait pas de quoi on cause au départ. Pareil, problème d'organisation, à mon avis. Donc les nains, qui sont assiégés dans leurs montagnes, donc les différentes les peuples nains, les elfes, etc., etc. On peut jouer les hobbits, et effectivement, on peut éventuellement même en fait jouer des orques. Alors, ce sont ceux en fait qui ont quitté le service d'Isrador afin de retrouver leur coutume ancestrale avant qu'Isrador ne les corrompe. Bon, pourquoi pas, moi ça me gêne pas, ça ajoute même peut-être un peu de profondeur. Par contre, je souhaite bien du courage au MJ qui intégrerait un orc dans un groupe de résistants, hein, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Enfin, ça va être un peu compliqué. Exit aussi les Tieflins, les Sans-Dragons, les Demi-Elfes et les Demi-Orcs. Tout ça, il n'y en a pas. Côté classe, alors côté classe, c'est pareil, certaines classes ne sont pas jouables. Les voies héroïques, je reviendrai après. Certaines classes ne sont pas jouables, donc en fait le sorcier n'est pas jouable, parce qu'en fait le sorcier ne peut plus atteindre les autres plans, et il est censé faire un pacte avec une créature extraplanaire, donc on ne peut pas le jouer. Les clercs, en fait, on ne joue pas de clercs non plus, puisque les seuls clercs qui reçoivent des pouvoirs divins, c'est les clercs qui vénèrent Isrador. Hein. Je rappelle que les autres dieux n'ont aucun moyen de contacter ce plan. Donc en fait, les clercs, vous jouez un clerc, enfin vous jouez pas en fait, vous n'allez pas jouer un clerc d'Isrador, hein, c'est très clair, c'est très clair. Bravo, Fred. Non, vous n'allez pas jouer un clerc d'Isrador, vous n'allez pas jouer de clerc du tout, en fait. Donc pas de sorcier et pas de moine, parce qu'en fait, l'étude du chi dans ce monde-là n'est absolument pas... il n'y a pas de monastère, en fait. Donc voilà. Vous allez me dire, ils ont rajouté d'autres classes. En fait, non. En fait, les seules classes disponibles, c'est celles que je viens de vous donner. C'est les classes de l'OGL, moins celles que je vous ai dit qu'on ne pouvait pas jouer, pas de clerc, pas de sorcier, et pas de moine. Alors pour les armes, c'est pareil. En fait, pour les armes, ils n'ont pas créé de règles spécifiques. En fait, ils ont donné, par exemple, ils ont donné le nom des armes spécifiques au monde, genre les vardaches, les trucs, des espèces de grosses épées orques. Mais là, on vous dit de prendre le profil des haches, par exemple. Et c'est pareil pour toutes les armes. En fait, on vous donne le nom de l'arme, et on vous dit, vous prenez le profil de telle ou telle arme qui est présente dans l'OGL. Et c'est un mal. Pas forcément, parce qu'en fait, ce que les auteurs ont voulu c'est garder en fait l'esprit simple de la 5e édition et ne pas tomber en fait dans des surenchères de règles et de règles spécifiques. Bon, pourquoi pas. Il y en a qui vont apprécier, d'autres non. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus Ah oui, on a quand même en fait des trucs qui sont pas mal. En fait, on a des historiques et des options de personnalisation en fait dans le bouquin. Bon, je vais pas vous les montrer, voilà, je vais simplement vous. Alors, par exemple, nous avons comme historique, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple ancien esclave, et donc on a des tables. Alors, vous allez tirer dedans ou choisir. Une table pour la personnalité, une table pour un idéal, l'idéal du personnage, des liens avec autrui, ça c'est une autre table. Et enfin, la dernière, c'est un défaut. Vous allez vous donner un défaut à votre personnage, vous le tirez au hasard. Donc là, vous avez quand même des historiques et qui sont liés au monde. C'est pas trop mal, j'aurais préféré qu'il y en ait plus parce que... Alors attendez, j'ai noté, j'ai pas noté, je vais regarder combien il y en a. Il n'y en a pas tant que ça, on en a un, ancien esclave, maraudeur, résistant et soldat vétéran, et c'est tout, ce qui est un peu léger. Nous avons quelques dons en plus aussi, et quelques sorts supplémentaires. Alors il y en a peut-être il n'y en a pas une dizaine. En sachant qu'on a supprimé tous les sorts qui ont des liens avec d'autres plans. Alors, pas de téléportation, pas de... Tout cela, les sorts de soins ont disparu pour la raison dont j'ai dit tout à l'heure. Donc on a supprimé beaucoup de sorts, on en a rajouté un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, et voilà.
Voilà ce que... Alors, par contre, il y a quelque chose que je trouve assez naze, c'est les soins. Pourquoi? Parce que les soins, en fait, c'est les soins de l'OGL. Et les soins de l'OGL de la 5e édition de Donjons et Dragons, c'est vous vous reposez 8 heures, vous êtes soigné à toc. Point. Et ça, je suis désolé, mais ça pète quand même l'ambiance énorme, ça pète énormément l'ambiance dans ce monde qui sont un monde dark, sombre, euh, où les gens souffrent. Là, non, en fait, on est toujours dans un peu le high fantasy de la 5e édition. Et ça, franchement, je pense qu'ils auraient pu trouver une petite règle, petite question de fainéantise, à mon avis. Bon, voilà, en gros, pour ce qu'on a pu sucrer dans la 5e édition. Par contre, je vais vous parler d'autre chose qui est pas mal foutu, en fait, c'est les voies héroïques. Donc je vais vous montrer les voies héroïques et puis je vais vous en parler un peu. Voilà, et après, je pense que j'arriverai à la conclusion quand même, parce qu'en fait, on commence à tirer en longueur. Alors voilà, le gros ajout, en fait, aux règles de l'OGL par Midnight, c'est en fait les voies héroïques. Alors les voies héroïques, qu'est-ce que c'est? C'est différent. En gros, ce sont des dons, mais des dons que qui sont classés par liste. Par exemple, là, vous avez les dons. Vous voyez, alors, ça c'est le don au niveau 0, le don au niveau 4, le don au niveau 8, etc. Vous avez le droit. Les dons doivent être pris dans l'ordre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre le résistance sauvage d'âme bestiale et prendre un don d'une autre voie. Non, vous devez rester dans une et une seule voie que vous choisissez au départ quand vous choisissez votre première voie, votre premier don. Comment on les choisit? En fait, quand votre personnage peut choisir un don dans les règles classiques, ou il va choisir un don de la règle classique, ou il va choisir un don dans une des voies héroïques. Donc ça va être l'un ou l'autre, pas les deux, l'un ou l'autre. Donc qu'est-ce qu'on a comme voie héroïque? On a l'âme bestiale, l'âme d'acier, etc. L'âme sauvage, l'âme tellurique. L'arcaniste, enfin, donc quelqu'un qui est sensible à la magie. Vous avez le croyant. Alors en fait, la plupart de ces dons, en fait, il y en a beaucoup qui permettent un petit peu, hein, de contourner les restrictions. Par exemple, on a le guérisseur qui va faire des remèdes. En fait, il va tirer sa magie de remèdes. Donc en fait, il contourne un peu l'absence du clair, contourne juste un petit peu, parce qu'il n'a pas les pouvoirs du clair, il faut être très clair. L'héritier draconique, c'est pareil. Donc vous voyez, il tourne un peu le sang dragon avec ce genre de voie héroïque. Mais bon, c'est assez bien foutu, et d'ailleurs, en fait, qu'est-ce qu'on a? En fait, la plupart du temps, on a c'est des dons qui marchent en équipe, hein, qui vont donner des bonus à quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc là, de ce niveau-là, moi, je trouve que c'est pas mal, et là, donc, vous avez effectivement toutes les 12 voies héroïques possibles. Une très belle illustration, d'ailleurs, en fait, c'est certainement une des plus belles du livre. Et donc qui va vous donner pour chaque voie, vous voyez, les différents dons derrière, hein, le don de guérisseur, vous avez le remède populaire, plein de ressources, guérisseur émérite, acte de service, présente rassurance. Donc, voilà. Et donc tout ça, dans chaque voie héroïque, vous avez 5 dons possibles à prendre dans l'ordre. Hein, voilà. Donc ça c'est pour les dons, c'est pas mal foutu. C'est pas mal foutu. Voilà. Alors, ma conclusion de Midnight. Alors, comme je disais au début, j'ai découvert Midnight dans cette édition. Donc, j'ai certainement enfoncé des portes ouvertes dans ma description. Je prie ceux qui connaissent déjà cette édition ce monde dans les éditions présentes de m'excuser si je les ai ennuyés avec des faits avérés. Donc, concernant le monde, moi, j'aime vraiment... Pardon. Concernant le monde, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Un monde où, en fait, le mal a gagné, hein, donc Sauron a gagné, en fait. Hein, l'inspiration de Midnight, c'est clairement les cartes du milieu avec Sauron qui a gagné. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Ça change un peu des mondes dans lesquels on joue. Là, on est sur le fait accompli. Quoi dire d'autre? Donc ça c'est pour le fait que effectivement le mal est gagné. Ensuite, bon, il y a du bon et du moins bon.
Ah oui, je voulais vous dire autre chose, oui, avant de vous parler de ça. Je pense qu'on doit pouvoir faire une campagne, hein, une grosse campagne. On ne va pas y jouer à 10 ans, pendant 10 ans à jeu, je pense pas. Mais une grosse campagne, en fait, qui se termine dans un final épique. Moi, je veux bien les choses comme ça, quoi. En tout cas, ça me titille le neurone. Alors, le final épique, ça peut être les personnages qui gagnent ou Isrador qui gagne. À voir. En tout cas, effectivement, une grosse campagne avec un final apocalyptique me brancherait bien. Ensuite, dans Midnight, il y a du bon et du moins bon. Alors, il y a tout le lore, le setting que j'aime beaucoup. Le moins bon, il y a l'Atlas. L'Atlas, je me suis emmerdé. C'est un truc indigeste qui prend des centaines de pages. C'est scolaire, sans trop d'imagination. Voilà ce que j'en pense. Fermez le banc. Les trucs qui sont un peu bizarres, enfin pour moi qui cassent un peu le truc, c'est dans les adaptations en fait de la 5e édition. Il y a deux choses. Il y a le Paladin. Le Paladin reçoit ses sorts en fait des dieux, hein, donc de la magie divine. Alors il n'y a plus de magie divine dans ce monde depuis des millénaires. Mais là, on nous dit, bah, ta gueule, c'est magique, hein, en gros. Hein. Le paladin tire sa force de sa conviction, ce que je ne vois pas d'autres problèmes. Mais il fallait changer le nom de la classe, il fallait l'appeler champion, je ne sais pas, un truc dans le genre. Et surtout changer les sorts. Parce qu'en fait, vous vous retrouvez avec le châtiment divin, mais châtiment divin ne veut rien dire dans ce monde, rien du tout. Pour moi, c'est une preuve un peu de fainéantise, de laxisme, en fait, des concepteurs à ce niveau-là. Autre chose, les soins. Alors les soins, c'est pareil, hein, le repos long qui te fait gagner tous tes points de vie, c'est l'OGL, hein, c'est comme ça. Non, dans un monde dark qui se veut vraiment sombre, oppressant, non, se reposer 8 heures et gagner tous ses points de vie, c'est de la high fantasy, ça colle pas à ce monde-là. Alors tu vas me dire, il y a des règles optionnelles dans le DMG. Ah, je vais dire oui, mais là, attention, Midnight, on n'est pas censé jouer avec le DMG. On est censé jouer avec les OGL. S'il y a besoin d'acheter le triptyque de donjon pour pouvoir jouer à Midnight, non, non. Déjà, le prix va augmenter, hein, le prix va grimper. Non, normalement, on joue avec l'OGL. Et l'OGL, c'est 8 heures pour gagner vos points de vie, point. Et ça colle pas. On aurait pu faire une règle, même peut-être optionnelle, pourquoi pas. Mais au moins avoir une règle, et là, on ne l'a pas. Tout ceci étant dit, il y a quand même beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Donc j'attends quand même la suite de la gamme. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire avec cette nouvelle version. Ils vont rééditer la campagne, je ne sais plus, la Couronne de l'Ombre, je crois. Enfin bon, j'aurais préféré qu'ils nous fassent quelque chose un peu de neuf. Mais j'espère surtout avoir des sourcebooks ou ce genre de choses par la suite. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, Midnight, pour ceux qui l'ont déjà, bah, peut-être pas l'intérêt de le racheter. Par contre, ceux qui ne connaissent pas le monde, comme moi par exemple, je trouve que c'est un bon jeu, enfin un bon setting, dans un monde sombre où sauront à gagner. Voilà. Voilà ce que je peux dire de Midnight aujourd'hui. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Et puis, comme d'habitude, si par bonheur cette vidéo vous a plu, bah, abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide un peu à me motiver pour la suite. Et je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir suivi. Et surtout, maintenant, je vous souhaite bon jeu à toutes et à tous. Merci bien. Au revoir.